93 FM. Radio. Bonjour, suite et fin de notre série de réflexions sur les forces et les limites des positions pertinentes des acteurs du changement sur la question des inscriptions, en attendant aborder dans les prochains jours les petites menaces des gens de Yaoundé et l'instrumentalisation tribaliste permanente de certaines populations du Sud par une catégorie d'élite malveillante, nocive et impopulaire de la région qui veulent toujours laisser croire que nos frères et sœurs du Sud sont des tribalistes ou des xénophobes et que cette région serait un territoire à part dont la traversée nécessiterait un visa lorsqu'on est opposant camerounais. En tout cas, demain, on en reparlera. Bouclons d'abord avec ce débat intéressant sur les positions respectives des acteurs du changement sur les inscriptions. Hier, on a présenté les bienfaits et les limites des positions des révoltistes populaires et celles des réconciliationnistes. Ce matin, parlons des transitionnistes et des participationnistes avant de repréciser notre avis. Commençons par les transitionnistes, ceux qui veulent un gouvernement de transition. C'est une position cousine à celle des réconciliationnistes, seulement elle est plus martiale. Elle ne parle pas de vérité ni de réconciliation préalable. Pour les transitionnistes, il faut un gouvernement de transition. Point barre. Cette position va droit au but et elle mise sur le boycott collectif. Cette offre a le mérite de proposer une issue paisible à ceux qui ont décidé de mourir seulement au pouvoir. Avec un gouvernement de transition, c'est un démantèlement, une décompression sans douleur de l'ogre de 82. Une bonne offre pour lui. Elle offre au Cameroun la possibilité de refaire le paramétrage de l'État et de ses institutions, de permettre un consensus minimal entre opposants et pouvoir sur le devenir du pays. Cette offre permettrait de planifier des élections totalement objectives avec le régime et le système électoral bien nettoyé, apuré de toutes les scories qui plombent la transparence aujourd'hui. Seulement, comme les autres positions, l'option des transitionnistes laisse transparaître beaucoup de curiosité. D'abord, la question du poids de cette tendance depuis 2018. Ils sont où puisqu'on ne voit pas cette offre sur le terrain? En plus, comment pensent-ils contraindre les gens de 82 à accepter un partage de pouvoir, le pouvoir qui est sucré dans leur bouche? C'est d'autant plus qu'ils savent que rien ne pourrait leur arriver un jour. Comment contraindre ces impériaux à constituer un gouvernement avec tous les opposants, perdre leur poste pour donner à ces gens qu'ils peuvent envoyer en prison comme si rien n'était? Comment amener ces gens à renoncer à tout ce pouvoir impérial? En plus, qui sera même le président de cette transition avec une opposition qui est déjà très divisée? Cet autre merveilleux projet souffre donc d'un problème de faisabilité criard. Clôturons avec la position des participationnistes qui est déjà suffisamment connue. Sa force, c'est la mobilisation et le maintien en éveil de la masse qui est réveillée depuis 2018. La canalisation et la capitalisation de cette masse critique engrangée depuis quelques années. Si aujourd'hui, la vraie opposition décide de boycotter et les collabos de la grande prostituée partent derrière participer, ça sera une déception et défection politique totale. Chez ceux qui croient fermement que tout est possible en 2025. Les participationnistes misent aussi sur la défense populaire du vote qui, avec un système d'envoi de toutes les données des bureaux de vote dans un serveur national de compilation et d'agrégation des données, l'ogre de 82 va mordre la poussière dans les 360 communes, au Parlement et à la présidentielle. Si les participationnistes arrivent encore à obtenir des aménagements du code électoral, le système de défense populaire sera juste une cerise sur le gâteau. Mais comme toutes les autres positions, la position des participationnistes soulève aussi quelques inquiétudes. Vont-ils finalement réussir le pari de la présentation des candidatures dans les 360 communes individuellement ou en alliance? Ils comptent sur quoi pour espérer la bonne foi du procès verbal de l'ECAM qui fait foi? Mais le gros
défi à surmonter est l'obtention de la reddition des éternitaires du RDPC, c'est-à-dire en cas de victoire de l'opposition, comment les gens de 82 vont-ils finalement accepter de libérer le plancher? S'ils calent, s'ils s'accrochent, les participationnistes comptent sur quoi pour les contraindre à accepter le verdict des urnes? Une chose est de battre les gens de 82, une autre est de les enlever. Voilà quelques questions qui interrogent aussi la force de la thèse de la participation. Mais pour nous, au regard de tout ce débat, nous trouvons toutes ces positions très intéressantes, mais plusieurs posent un problème de faisabilité, dont un problème de réalisme. En plus, les clashs entre elles n'ont pas lieu d'être. Aucune position n'empêche l'évolution de l'autre. Au Sénégal, les gens étaient dans la rue avec la carte d'électeur dans la poche. Et la carte a un avantage que le citoyen est prêt partout. Il n'est pas limité à la seule lutte hors des urnes. Avec la carte électorale, le régime vient dans les urnes, vous êtes là. Il vous oblige à aller l'affronter dans la rue, vous êtes là. Voilà pourquoi nous pensons que tous les acteurs du changement doivent d'abord s'investir dans les inscriptions. Après ça, toutes les positions garderont leur chance de réussite. Alors, inscrivons-nous d'abord. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. 93 FM.